Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les impacts de l'exploitation du gaz et du pétrole sur les peuples autochtones de l'Arctique et la traduction du numéro 2306 de Indigenous Affairs. La revue de IWGIA, International Work Group for Indigenous Affairs, groupe international de travail pour les questions autochtones. Responsable de la publication. Patrick Koulessa. Responsable des traductions. Simone Dreyfus-Gamelon. Traduction par chapitre voire note en première page de chaque chapitre. Révision. Irène Bélier, Joël Chassin, Marcel Chassin. Maquette. Louis Straon. GITPA. Groupe international de travail pour les peuples autochtones. Rédaction et achat. 3, rue de la Châtaigneraie. 92 310 Sèvres. Tel, 01 45 07 99 65, 06 78 28 21 55. Fax, 01 46 26 81 73. Courriel, jitpa.yugiafrance@wanadoo.fr. Site internet, www.gitpa.org. GITPA. IWGIA. Franc. Copyright IWGIA 2006. Copyright GITPA IWGIA France 2008 pour la version française. Éditorial 1. Marc Nuttall et Catherine Wessendorf. En raison de la richesse des ressources naturelles du Grand Nord circumpolaire, les industries et les gouvernements, le marché international et la demande croissante d'énergie dans le monde ont un impact considérable sur les peuples autochtones de l'Arctique. Ceux-ci sont l'objet de pressions croissantes pour signer des projets de développement, pour entrer en communication et en négociation avec les industries et les gouvernements, et pour s'adapter aux changements que font subir à leur environnement les activités en expansion des opérations d'extraction. Il en résulte pour certains autochtones un sentiment de perte de contrôle sur leur territoire et sur leur mode de vie. En outre, la perspective du changement climatique, en rendant plus accessible la région arctique, stimule l'enthousiasme des industriels et des gouvernements pour en poursuivre le développement. Les autochtones sont abandonnés à leurs réflexions, leurs anxiétés et leurs préoccupations à propos des problèmes et des défis que cela induit, bien que le sujet soit discuté au niveau du Conseil arctique sous forme notamment de l'évaluation des activités pétrolières et gazières entreprises par le Programme d'évaluation et de pilotage de l'Arctique, Arctic Monitoring and Assessment Programme, AMAP, www.amap.no, un des groupes de travail du Conseil. Les activités gazières et pétrolières dans l'Arctique sont d'une importance cruciale pour les autochtones et ont des conséquences positives et négatives. Elles ont des effets directs sur l'environnement et cumulatifs sur la faune sauvage, les économies, les sociétés et le bien-être des populations locales. Elles imposent des changements au travail et aux modèles familiaux et résidentiels qui se traduisent par une fragmentation de l'habitat, un travail migrant et l'accroissement de la présence de personnes extérieures à la région dans les zones éloignées. Intérêts mondiaux. Les régions arctiques et subarctiques sont considérées comme constituant la dernière frontière des sources énergétiques du monde. Une étude récente de l'enquête géologique des États-Unis, United States Geological Survey, USGS, suggère que 25% des réserves pétrolières mondiales non exploitées se trouvent dans le nord circumpolaire, Hargreaves 2006. Les changements techniques et ceux du marché de l'énergie ont conduit, dans les 30 dernières années, à une expansion rapide de l'exploitation et de la production du pétrole et du gaz dans cette région. Jusqu'à présent, la plupart de ces activités se déroulaient sur la côte, le long du versant nord de l'Alaska et en Sibérie occidentale et au large, offshore, dans les mers de Barents et de Beaufort. Cependant, le versant nord de l'Alaska, le delta du Mackenzie au Canada, la péninsule de Yamal en Russie et les zones offshore adjacentes possèdent d'énormes gisements de gaz naturel qui seront exploités dans la prochaine décennie. En outre, l'exploration pétrolière continue à l'ouest du Groenland. En raison du changement climatique qui provoque une diminution des glaces et la réduction des coûts de transport, l'exploration et la production continueront dans toute la région arctique, ouvrant de nouvelles routes maritimes et fluviales. Les changements sur les questions de souveraineté et de sécurité et les besoins en ressources et en énergie,
ont une forte influence sur les modèles et l'ampleur de l'extraction aux très hautes latitudes. Par exemple, le développement de la production de pétrole et de gaz au nord de l'Alaska et au nord du Canada devra répondre aux besoins états-uniens, mais tenir compte aussi des questions de sécurité intérieure. Ainsi que le montrent les investissements croissants de la Chine et de la Corée du Sud dans l'industrie pétrolière en Alberta, beaucoup d'autres pays regardent vers le Nord-Canada pour satisfaire leurs besoins énergétiques. Les pays européens sont de plus en plus dépendants des fournitures russes et leurs politiques, leurs stratégies économiques et leurs relations internationales en subissent l'influence. De plus, les compagnies russes espèrent couvrir de 10 à 15% de la consommation de pétrole brut des États-Unis en 2010. Impact et conséquences cumulatives. Dans la seconde moitié du XXe siècle, le développement de la production pétrolière et la militarisation de l'Arctique ont provoqué des perturbations sur le terrain. Construction de routes, d'oléoducs, d'aérodromes, de ports, et une fragmentation de l'habitat. Entre 1900 et 1950, les infrastructures accompagnant le développement occupaient moins de 5% des territoires. Il est prévu qu'en 2050, elles occuperont de 50 à 80% de l'Arctique, mais il se peut qu'en Finno-Scandinavie et dans certaines régions de Russie, ce niveau soit atteint dès 2020. Dans tout l'Arctique, les ressources locales sont traditionnellement utilisées pour la chasse, l'élevage de rennes, la pêche et la cueillette, activités d'importance cruciale pour les économies et les cultures autochtones. Les transformations de l'environnement et leurs conséquences pour les hommes se sont aggravées dans les dernières décennies. L'impact destructeur de l'industrie, les changements significatifs du climat deviennent évidents. En Russie, les industries pétrolières et gazières sont les plus grandes causes de pollution affectant les pâturages de rennes, les sources d'eau douce et le milieu marin. Bien que ces menaces sur l'environnement soient d'abord locales et ou régionales plutôt que touchant l'ensemble circumpolaire, d'importantes exceptions concernent certaines espèces d'animaux migrateurs, si ceux-ci se rassemblent dans des zones relativement petites mais touchées par de fortes perturbations, des fuites de pétrole par exemple. Dans ce cas, les populations en subissent des effets dévastateurs. Les exploitations côtières entraînent la construction d'oléoducs et de gazoducs, et des activités qui barrent l'accès aux terrains de chasse et au pâturage, ruinant les activités des communautés et les pratiques traditionnelles, créant des obstacles au mouvement des troupeaux et à la cueillette. Les installations, les constructions de routes et de conduits, la destruction de la végétation, le trafic routier, intensément développé dans la péninsule Yamal, en Sibérie occidentale, couvre plus de 2500 km² et risque de doubler de superficie selon les projets actuels. La concentration des troupeaux de rennes dans des zones non encore soumises à cette exploitation, mais de plus en plus réduites, conduit à une surutilisation des pâturages et aura potentiellement, à long terme, des effets nuisibles sur la productivité de l'écosystème et les économies locales. La construction des conduits entraîne celle de routes, rompt l'isolement de certaines régions et les ouvre à d'autres exploitations de leurs ressources. Les animaux marins sont aussi affectés. Le bruit de l'exploitation offshore dans la mer de Beaufort perturbe les baleines à bosse et risque de les détourner de leur route migratoire, les rendant moins accessibles aux chasseurs et les rapprochant à 20 km des navires sismographiques. Les fuites des pétroliers ou des plateformes créent des dommages écologiques, particulièrement dans les eaux gelées, celles des champs pétroliers situés en amont des fleuves comme l'Obe, le Pechora, le Mackenzie peuvent contaminer les eaux de l'océan Arctique. Le travail migrant accompagne l'exploitation pétrolière et gazière. Les chercheurs en sciences sociales l'ont beaucoup étudié en Écosse, en Norvège et à Terre-Neuve, mais beaucoup moins ou pas du tout, dans l'Arctique. En général, les travailleurs migrants viennent dans des zones qui n'ont pas de main-d'œuvre autochtone, ce qui rend nécessaire l'importation temporaire et permanente d'étrangers. Dans certains cas, la population triple avec l'arrivée d'immigrés venant du Sud. De nombreux ouvriers demeurent, même après la fin des travaux, ce qui provoque, à long terme, des changements sociaux, politiques et économiques dans les communautés locales. Ce numéro thématique de questions autochtones veut aller au-delà des simplifications sur les effets positifs ou négatifs de l'exploitation pétrolière et gazière. Étudiant les situations auxquelles sont confrontées les populations autochtones, les articles réunis ici cherchent aussi à mettre en lumière leurs perspectives et leurs préoccupations. Les auteurs explorent les processus de prise de décision,
Les suites données aux évaluations des impacts sociaux et environnementaux des constructions d'oléoducs à travers la Russie, l'Alaska, le territoire canadien du Yukon et les territoires du Nord-Ouest. Ils examinent les droits des autochtones à préserver leurs moyens d'existence face à l'exploitation du pétrole dans le nord de l'Alberta, et les dispositions politiques et sociales que cette exploitation engendre au Groenland. Ils mettent en lumière la diversité, à travers l'Arctique, du sens et des définitions de ce qu'on entend par développement durable, ainsi que les formes multidimensionnelles de l'interaction et du dialogue entre les gouvernements, l'industrie, les communautés locales et les autres intéressés. Mark Nuttall expose les termes du débat persistant sur le développement potentiel de l'exploitation du pétrole dans la réserve nationale de vie sauvage en Alaska, Arctic National Wildlife Refuge, ANWR, montrant combien les autochtones sont divisés sur la question. D'une part, les communautés autochtones peuvent, sous forme d'amélioration des infrastructures publiques, des services d'éducation et de santé, de l'augmentation des offres d'emploi et des investissements, tirer des bénéfices économiques du développement industriel, mais d'autre part il existe de réelles menaces de dommages irréversibles à l'environnement et à la vie sauvage qui posent la question de la survie de certaines de leurs communautés. L'Alaska et le Nord-Ouest canadien font face au projet de construction du gazoduc de l'Alaska, Alaska Highway Natural Gas Pipeline, AHGP, qui ira du nord de l'Alaska au marché des États-Unis. David Roddick donne une vue générale de la situation des Athabascans, dont le territoire traditionnel du Yukon méridional serait traversé. Il examine les conséquences économiques de l'AHGP, ainsi que le cadre réglementant sa construction. Il montre que les positions des Athabascans sur l'exploitation des hydrocarbures s'inscrivent dans le contexte des projets de développement à grande échelle prévus pour le Yukon. Dans son second article, Mark Nuttall examine le projet gazier du Mackenzie et ses implications possibles pour les autochtones des territoires du Nord-Ouest et du nord de l'Alberta. Ce projet développerait l'extraction du gaz naturel, transporté par gazoduc depuis le delta du Mackenzie, le long de la vallée du Mackenzie jusqu'au marché du Canada et des États-Unis. Il développerait aussi l'industrie pétrolière dans le nord de l'Alberta. L'article considère quelques-unes des questions clés de ce projet et apporte des éclaircissements sur les perspectives controversées du projet sur les populations et l'environnement au nord du Canada. Le quatrième article concerne, toujours au Canada, les opérations massives effectuées sur les sables pétrolifères du nord subarctique de l'Alberta. Clint Westman en étudie les conséquences sur les autochtones et la politique environnementale qui les évalue. Il montre que l'exploitation de cette ressource et le développement de l'industrie se font au détriment des droits autochtones. Leur défense doit se faire, à partir de cette évaluation des conséquences sociales, par l'établissement urge d'une politique publique de protection de leurs terres. Se déplaçant vers l'est de l'Arctique nord-américain, Rasmus Ole Rasmussen nous donne une analyse précise des opinions politiques, économiques et sociales groenlandaises sur l'exploration et l'exploitation pétrolière. Il examine la position de la législation qui gouverne le territoire, Home Rule, sur la question de l'industrie pétrolière, découverte et exploitation des puits, sur les institutions locales et la gestion des responsabilités nécessaires pour assurer la réussite du développement. Rasmussen montre, à travers le débat public groenlandais, que les dispositions du Home Rule reflètent le changement général des attitudes vis-à-vis du développement des ressources non renouvelables. La population groenlandaise, dans son ensemble, semblant mieux accepter de devoir construire une économie nationale forte et diversifiée. Le Grand Nord russe a vécu certaines des plus graves conséquences de l'exploitation du gaz et du pétrole dans tout l'Arctique. Dans le premier de 3 articles sur la situation des peuples autochtones du nord de la Russie et de la Sibérie, Florian Stamler et Bruce Forbes décrivent l'importance croissante de la Russie comme fournisseur d'hydrocarbures à l'Europe, l'Asie orientale et même à l'Amérique du Nord. Ils se centrent sur les champs de pétrole géants du territoire autonome des Nenets, Nenets Autonomous Okrug, NAO, du territoire autonome des Khanty-Mansiq, Khanty-Mansiq Autonomous Okrug, KMAO, et sur les énormes ressources en gaz du territoire autonome des Yamal Nenets, Yamal Nenets Autonomous Okrug, YNAO. Il montre les implications, aussi bien en termes de bénéfices que d'effets directs et cumulatifs, de ces développements sur les économies régionales, les peuples,
particulièrement les peuples autochtones, et les diverses stratégies que les organisations autochtones des 3 régions appliquent dans leurs discussions avec l'industrie. Gail Fondal et Anna Sirina examinent quelques-unes des controverses suscitées par le nouveau projet d'oléoduc Sibérie orientale-Océan-Pacifique, dont le tracé parcourt plus de 5000 km à travers la Sibérie orientale et suscite des inquiétudes chez les Evenki. Inquiétudes qui concernent tant les questions environnementales que la menace que fait peser sur leurs conditions de vie un afflux d'étrangers. Fondal et Sirina considèrent aussi que la législation sur les droits des autochtones devrait permettre de faire droit à leurs revendications de participer aux étapes de planification du projet. L'article final d'Olga Povorozniuk étudie la situation des Evenki de la province de Kitinskaya de l'Est sibérien, les changements qui les ont affectés depuis la chute de l'Union soviétique et leur état socio-économique actuel. Elle considère notamment le rôle que doit jouer le gouvernement en donnant aux autochtones la possibilité de perdurer dans leur mode de vie traditionnel et non traditionnel. Tous ces articles dressent un portrait d'ensemble des principaux projets de développement de l'exploitation du gaz et du pétrole, qui affectent les vies et les territoires des peuples autochtones de tout le nord circumpolaire. Alors que les expériences et les réponses locales peuvent ne pas être généralisées, les auteurs cherchent à comprendre comment certaines expériences des communautés diffèrent, et comment elles peuvent partager leurs perspectives et leur compréhension des problèmes. Références. Hargreaves S. 2006, The Arctic Whale's Last Frontier, cnnmoney.com 27 septembre. Alaska. Le débat sur l'avenir de la réserve naturelle nationale Arctique 2. Mark Nuttall. Depuis la mise en service dans les années 1970, des 1300 km de l'oléoduc Trans-Alaska qui relie Prudhoe Bay, sur la côte arctique, aux terminaux du sud de l'Alaska, 85% du budget de cet État sont issus des revenus pétroliers. Le pétrole a eu aussi pour effet de transformer l'environnement social, culturel et économique d'une grande partie du North Slope Borough, où résident environ 7400 personnes, en majorité des Inuits Inupiats. Si les communautés autochtones du nord de l'Alaska en ont tiré de nombreux bénéfices, notamment en termes d'emploi, d'équipements scolaires ou sanitaires, l'infrastructure pétrolière et le développement induit ont néanmoins eu des conséquences environnementales et sociales significatives, NRC 2003. La production de Prudhoe Bay ayant commencé à décliner depuis quelques années et la demande de pétrole aux États-Unis continuant à croître, la recherche d'alternatives à ces importants gisements a repris. Depuis 2001, on assiste en Alaska à une recrudescence de la prospection pétrolière et gazière dans les zones sous-explorées de cet État, notamment dans sa partie centrale et dans la péninsule, Alaska Department of Natural Resources 2006. Les projets d'exploitation des gisements pétroliers situés dans les plaines côtières du nord de la Réserve naturelle nationale de l'Arctique, Arctic National Wildlife Refuge, ANWR, alimentent une polémique persistante. Sur le plan écologique, la partie du North Slope appartenant à l'ANWR est particulièrement sensible en raison de l'abondance de sa faune, notamment des mammifères de grande taille tels que les caribous, les ours grizzly, les loups et les ours polaires, ce qui l'a fait fréquemment surnommer le Serengeti américain. De 4 millions d'hectares à sa création en 1960, sa superficie a été portée à 8 millions d'hectares et son cadre législatif actuel a été défini par la loi de l'Alaska National Interest Lands Conservation Act, ANILCA, votée en 1980 par le Congrès. Le village de Katkovich, 220 habitants, situé sur la côte de l'océan Arctique, habité par une communauté Inupiat, est le seul établissement humain inclus dans le périmètre de la réserve. La communauté Gwich'in d'Arctic Village, 250 personnes, est située juste à l'extérieur de sa limite sud. Le territoire de la réserve constitue une zone clé de la migration de la harde de caribous, de la rivière Porcupine. Cette dernière est une ressource alimentaire essentielle tant pour les peuples Inupiats que pour Gwich'in. Si l'exploitation pétrolière représente un risque environnemental pour les plaines côtières, et de fait pour l'ensemble de la réserve, c'est aussi un sujet qui divise les communautés autochtones d'Alaska. Pour les Inupiats, le pétrole est synonyme de perspectives de développement économique, alors que pour les Gwich'in d'Alaska, ainsi que pour ceux résidant dans le Yukon canadien, il met en danger leur survie culturelle.
La réserve et le pétrole. Géré par l'Office états-unien de la pêche et de la vie sauvage, US Fish and Wildlife Service, l'Arctic National Wildlife Refuge est situé au nord-est de l'Alaska. Cette réserve faunistique ne possède qu'une seule propriété, comprenant d'une part l'important domaine foncier détenu par le village Iñupiat de Kastovik et d'autre part, les droits sur le sous-sol d'un domaine de l'Arctic Slope Regional Corporation contrôlé par les Iñupiat. La NWR est l'une des dernières régions de l'Arctique des États-Unis, et sa plaine côtière, la toute dernière parmi les zones côtières, à ne pas avoir été ouverte à l'exploitation du pétrole et du gaz. Le gouvernement fédéral et celui de l'État d'Alaska ont engagé des programmes de concession, au nord dans la mer de Beaufort et à l'ouest dans la réserve nationale pétrolière d'Alaska. Un rapport récent du Comité sur les effets environnementaux cumulatifs de l'industrie pétrolière et gazière sur le North Slope a démontré que plus de 1000 km² avaient été transformés en un complexe industriel tentaculaire. Les progrès techniques en matière d'exploitation et le processus de concession en cours dans le North Slope et la mer de Beaufort conduisent à une extension significative de la surface septentrionale de l'Alaska où l'exploration et l'exploitation sont dorénavant autorisées. Les gisements de pétrole et de gaz de la réserve sont depuis longtemps considérés comme des ressources potentielles significatives. L'enquête géologique états-unienne, US Geological Survey, les évalue à 10,36 milliards de barils de pétrole, dont 4,5 pour les plaines côtières et 400 milliards de M3 de gaz. Bien qu'à l'échelle de la production mondiale ces chiffres restent modestes, la réserve naturelle a acquis une grande importance symbolique au cours du débat sur son avenir. Pour ceux qui plaident en faveur de son exploitation, autoriser celle-ci pourrait constituer l'une des dernières découvertes pétrolières majeures aux États-Unis et permettre d'alléger la dépendance au pétrole importé du Moyen-Orient. Les écologistes avancent que la réserve renferme certaines des dernières zones de faune sauvage du pays, lesquelles seraient détruites si l'exploitation avait lieu. Les populations Gwich'in d'Alaska et de l'Ouest canadien sont en général opposées à l'ouverture de la réserve. Leur mode de vie et leur économie de subsistance dépendent de la harde de caribou de la rivière Porcupine, forte de 130 000 têtes. Ils appellent les plaines côtières, qui constituent la zone de reproduction et de mise bas de la harde, l'endroit sacré où la vie commence. Bien que les Inuits Iñupiat dépendent aussi dans une certaine mesure des caribous, ils sont cependant en faveur de l'exploration pétrolière et devraient retirer des bénéfices financiers de la location aux compagnies pétrolières des terres qu'ils détiennent dans le périmètre de la réserve. Ouvrir la réserve. Depuis 20 ans, le lobby de l'industrie pétrolière agit en faveur de l'accès aux gisements situés dans la réserve alors que les écologistes font campagne pour que cette dernière reste une zone sauvage, à l'abri de tout développement. Ainsi la réserve dresse les partisans du développement économique de l'Alaska contre ceux d'une protection de la nature à l'échelle nationale. Elle oppose aussi le consensus général aux États-Unis, qui est en faveur du maintien de la réserve, contre la volonté de la majorité des habitants de l'Alaska, qui voit dans celle-ci un moyen d'assurer une sécurité économique pour le futur. McMis and Morehouse 1994-1. Le Congrès cherche depuis longtemps un équilibre entre sa volonté de conserver la réserve comme une zone écologiquement riche et le besoin d'en explorer les richesses pétrolières, ce qui se reflète notamment dans la section 1002 de l'ANILCA. Le Congrès y demandait la réalisation d'un rapport sur le développement des plaines côtières. Celle-ci, dénommée Zone 1002, représente environ 7500 km² ou 10% de la réserve. Soumis au Congrès le 1er juin 1987, le rapport 1002 contient notamment la recommandation faite au Congrès de voter une loi permettant l'ouverture des plaines côtières à l'exploration et à l'exploitation pétrolière. Cependant un autre rapport, US Fish and Wildlife Service 2001, soutient que ces plaines sont un facteur clé conditionnant l'état écologique de l'ensemble de la réserve. Depuis, plusieurs tentatives de projets de loi ont été proposées au Congrès, visant soit à mettre en œuvre les recommandations en faveur du développement des plaines côtières, soit à l'interdire en affirmant leur caractère protégé. À ce jour, les tentatives au niveau fédéral pour autoriser l'exploitation de la réserve ont été infructueuses. Des résolutions à cet effet ont été repoussées par les démocrates du temps de la présidence Clinton,
mais elles ont reçu un accueil plus favorable lors de celle de George W. Bush. En mai 2005, le Congrès a bien voté en faveur de l'autorisation de forage dans la réserve, mais par le biais d'une résolution budgétaire contenant une disposition permettant que cette autorisation soit éventuellement acquise à l'issue du processus d'approbation du budget plutôt que dans le cadre d'une décision sur la politique énergétique. En octobre 2005, la Commission de l'énergie du Sénat votait en faveur de l'autorisation de forage à l'occasion du débat budgétaire global. Cependant, 2 mois plus tard, le Sénat votait contre. Pour l'instant, la réserve naturelle nationale arctique reste la seule région du North Slope où l'exploitation pétrolière et gazière est expressément interdite. Les autres peuvent être rendus accessibles par décision du secrétaire d'État à l'intérieur, dans le cas de la réserve nationale pétrolière d'Alaska et la mer de Beaufort, et par le commissaire du département des ressources naturelles de l'État d'Alaska, pour ce qui est des terres et eaux faisant partie du domaine de cet État, US Fish and Wildlife Service 2001. Les intérêts pétroliers et gaziers des autochtones d'Alaska. La découverte des gisements pétroliers de Prudhoe Bay dans le North Slope d'Alaska dans les années 1960 est à l'origine des revendications territoriales formulées par la Fédération des autochtones d'Alaska, Alaska Federation of Native, AFN. En 1971, le Congrès votait la loi sur les revendications des établissements territoriaux autochtones, Alaska Native Clean Settlement Act, ANCSA, qui bien que n'entérinant pas la revendication visant à faire de l'Alaska dans son ensemble un territoire autochtone, a cependant institué 12 corporations régionales qui assurent aux autochtones un contrôle effectif sur plus d'un neuvième de l'État. Aujourd'hui, un grand nombre de ces corporations prennent une part active à l'industrie pétrolière selon des modalités variées. Traitement des pollutions et construction d'oléoducs, compagnies pétrolières et gazières autochtones et diverses entreprises de prestation de services sur les champs pétroliers. Les Inupiats d'Alaska sont partisans de l'ouverture de la réserve, et particulièrement des plaines côtières à l'exploitation pétrolière. Tout comme des habitants issus d'autres communautés, ils comptent sur le développement pour leur procurer des emplois, des écoles et d'autres possibilités économiques. Les champs pétroliers et gaziers de l'Alaska septentrional jouent un rôle majeur pour les autochtones d'Alaska. Dans le North Slope, l'extension des concessions et les progrès techniques de l'exploitation multiplient la demande de prestations de services à l'exploration et à l'exploitation, un domaine dans lequel les corporations autochtones sont des acteurs incontournables. En 1980, anticipant sur l'ouverture des plaines côtières de la réserve, le département fédéral de l'Intérieur, Department of the Interior, DOI, avait engagé des négociations avec plusieurs corporations autochtones sur des échanges de terres. L'Office de la pêche et de la vie sauvage, Fish and Wildlife Service, a proposé d'échanger des droits miniers localisés dans les plaines côtières contre des terres appartenant aux corporations autochtones et situées à l'intérieur ou à la périphérie du réseau de réserves nationales en Alaska. Ces négociations se sont conclues par un accord permettant à ces corporations de sélectionner un certain nombre de périmètres pétroliers dans les plaines côtières. Intégrées à la loi sur la conservation des terres d'intérêt national, Alaska National Interest Lands Conservation Act, ANILCA, ces modifications de territoire ont permis à la Corporation régionale du North Slope, Arctic Slope Regional Corporation, ASRC, basée à Point Barrow, de troquer certaines de ces terres contre d'autres, situées soit dans la réserve pétrolière nationale, soit dans la réserve naturelle 3. Le dynamisme de l'ARSC lui permet de se positionner comme une corporation autochtone apte à exporter dans le monde entier ses compétences en matière d'intervention dans les champs pétroliers. Le North Slope montre un exemple encourageant d'une situation où les habitants de l'Arctique ont eu la possibilité de s'approprier une partie des revenus économiques apportés par le développement industriel, sous la forme d'emplois et de capacités d'investissement dans des entreprises. Les avantages retirés de l'amélioration des infrastructures, des équipements scolaires et sanitaires peuvent être importants. Les compromis que doivent accepter les communautés d'usagers traditionnels des ressources naturelles peuvent être limités si celles-ci sont dotées d'un pouvoir de contrôle sur les projets de développement et leur mise en œuvre. Cependant, le développement pétrolier pose des dilemmes spécifiques quant à la meilleure manière d'assurer un équilibre entre les avantages économiques et les transformations sociales, ou les conséquences culturelles qu'il induit.
Ainsi, par exemple, les peuples Inupiat du North Slope ont une relation alimentaire, culturelle et spirituelle avec la baleine à bosse et d'autres mammifères marins, espèces qui sont menacées par les extensions actuelles ou projetées de l'activité pétrolière. Le bruit des sondages exploratoires et de la prospection sismique en mer de Beaufort a perturbé les itinéraires de migration des baleines à bosse, obligeant les chasseurs à faire des expéditions plus lointaines qui les exposent à des risques plus élevés, NRC 2003. Le peuple du caribou. La harde de caribous de la rivière Porcupine hiverne au Canada septentrional, dans la chaîne montagneuse Richardson située dans les territoires du Nord-Ouest et dans le Yukon central ainsi qu'au nord-est de l'Alaska. La harde se déplace en direction de l'ouest et du nord au printemps, jusqu'aux plaines côtières où les femelles mettent bas. Les naturalistes pensent que les caribous s'y rendent parce que les prédateurs y sont moins nombreux et que les végétaux de la toundra apportent une alimentation riche, essentielle pour les femelles allaitantes et les jeunes. La harde se disperse fin juin et en juillet en groupes de dizaines de milliers d'animaux et poursuit sa migration vers le sud et l'est, au Canada et en Alaska, au cours de l'automne et de l'hiver. Depuis des milliers d'années, les Gwich'in dépendent de la harde des caribous pour assurer leurs besoins essentiels, alimentaires, culturels et spirituels. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.